La conférence... On va commencer la conférence sur le thème de ce soir, le Kosovo. Tout d'abord, je tiens à annoncer que le Cercle lance une collection de livres. Le premier vient de sortir. J'espère qu'au courant du mois, vous y ferez bon accueil. Et on a d'autres projets éditoriaux. Il faudrait avoir des souscripteurs. Ce soir, c'est Komen Besirovic, un franco-serbe, qui a écrit des livres remarqués et remarquables sur le Kosovo. Pourquoi lui ai-je demandé de venir ce soir? Le Kosovo est un cas d'école. C'était un petit territoire, à peine plus grand que 2 départements. Exactement, 12 000 km². Donc, un tout petit territoire. Imaginez 2 départements français, territoire couvert d'églises, de monastères, environ 1500, dont la plupart étaient inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Et tout récemment, alors que les troupes de l'OTAN étaient là, l'arme au pied, elles ont été dynamitées par la mafia albanaise. Le Kosovo, c'est une vieille histoire. On pourrait dire que la bataille des Merles... en 1389. Oui, avec le Lazare, est un fait fondateur de l'âme serbe. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est une défaite contre les Ottomans, on les retrouve toujours, mais qui est devenue une victoire. Et on voit tout à fait la problématique chrétienne. Il y a certainement des leçons à en tirer pour nous, Français chrétiens. Ce territoire était occupé par des Serbes et qui étaient sous la domination de la Sublime Porte. Et pour différentes raisons, en particulier pour des raisons fiscales, certains sont devenus des collaborateurs de l'occupant et sont devenus musulmans. Donc, au sens strict, ce sont des apostats et des traîtres. Mais jusqu'à la guerre du Kosovo, la guerre de l'OTAN, ils vivaient pacifiquement avec les Serbes. Aujourd'hui, ça a été remplacé par des musulmans venant d'Albanie, et les quelques monastères qui subsistent encore sont gardés par des troupes multinationales, mais ils vivent en état de siège. Fermez les yeux et imaginez dans quelques années où on se réunit de temps à autre à Saint-Denis pour commémorer quelques faits de notre histoire nationale, oublié de la plupart de nos compatriotes, et être obligé d'être accompagné par la troupe pour pouvoir entrer dans la basilique de nos rois. Sachez qu'un général de l'OTAN, un général américain, avant la défaite serbe, a déclaré qu'il fallait une nation musulmane au cœur de l'Europe pour faire éclater l'Europe. Il faut savoir et bien se pénétrer que nous sommes en lutte contre l'idéologie anglo-saxonne, le relativisme moral, philosophique, théologique, politique, et que notre plus grand adversaire aujourd'hui, malheureusement, c'est l'axe anglo-saxon. Et on le voit aujourd'hui encore avec les manœuvres de déstabilisation de l'Ukraine. Le Kosovo, terre chrétienne, qui aujourd'hui est devenu une sorte de petit damier avec quelques petits îlots de résistants, mais à brève échéance, on peut s'interroger sur l'avenir. Il faut savoir que au Kosovo et en Serbie, la conscience nationale a été
gardée et sauvegardée par l'Église. C'est la seule qui l'a gardée, même à l'époque sombre de Tito, qui tant bien que mal a pu garder la mémoire du passé. On souhaiterait que nos hiérarques les imitent, mais c'est un autre problème. Non, vous n'êtes pas encore là. Non. Dieu soit loué. Je pense en avoir dit assez. Donc retenez qu'il y a des leçons d'ordre spirituel. Voilà un peuple qui a lutté pendant des siècles contre la domination ottomane. Sachez aussi, petit détail, que les premiers peuples à souhaiter et œuvrer pour une certaine décolonisation sont été des Européens contre le joug turc, que ce soit en Hongrie, en Roumanie, enfin jusqu'aux portes de Vienne. Et les premiers colonisateurs sont les Turcs, du moins en Europe. Voilà, je pense qu'on en a avoir dit assez. Eh bien, puisque vous avez parlé d'ébou, Non, des plus hauts thèmes, parce qu'il convient de parler de Kosovo, puisque c'est un des plus hauts thèmes, et il convient de parler d'ébou, ce que j'essaie de faire. Voilà, alors Frère Thierry a bien embrassé l'histoire du Kosovo, en grosses lignes, mais bon, ce que je peux ajouter, je le ferai brièvement pour vous, c'est d'abord une province de l'Empire byzantin. Et à partir de la création de l'État serbe au sein de Byzance, au XIIe, XIIIe siècle, le Kosovo devient une province de l'État serbe médiéval, des royaumes et puis de l'Empire serbe qui a duré 200 ans. C'est, comme disait Frère Thierry, c'est un petit territoire comme un département ou deux départements français, mais qui, à l'époque médiévale, s'est couvert de sanctuaires. De sanctuaires, si bien qu'il y en a eu 1300 monastères, églises et chapelles. Donc c'était un haut lieu de christianisme sur le continent européen. Et voilà. Alors là, par exemple, vous avez dans ce volume l'art médiéval du Kosovo. Vous avez des images sublimes, des églises, de ce qu'on appelle les fresques, la peinture murale. Je ne sais pas si mes amis qui sont à côté. Regardez, c'est. Oui, voilà. Voilà, ce sont parmi les plus hautes images de l'art, de l'architecture et de l'art chrétien. C'est l'art sacré du Kosovo. Il y en a aussi quelques images ici qui sont plus... Voilà, par exemple, l'église de Gračanica à 7 dômes, qui est la reine des églises serbes. Vous avez ici la Vierge Saint-Jean d'Isis, d'un monastère de Peć, qui était le siège du patriarcat de Peć, de 1250. Vous avez ici le sanctuaire de Dečani, qui est la plus heureuse rencontre de l'art et de l'architecture orientale et occidentale. Donc vous avez tous ces merveilles qui faisaient de Kosovo un... Voilà le monastère de Dečani encore, qui faisait de la terre de Kosovo un haut lieu de christianisme. Et tous les témoignages, je les ai rapportés d'ailleurs ici, dans ces
enfin, j'ai fait cette trilogie kosovienne, trois volumes, le Kosovo dans l'âme. Chaque Serbe et chaque chrétien qui connaît la question du Kosovo, en parlant de christianisme dans le sens plus large, mais chaque Serbe avait le Kosovo dans l'âme. Et alors, ici, par exemple, tous les voyageurs, tous les visiteurs du Kosovo, diplomates, écrivains, historiens, prêtres, bien, ils ont rapporté, ils ont parlé, pour la plupart français, ils ont parlé admirablement, ils ont parlé avec, de façon inspirée, ils ont parlé de l'art sacré du Kosovo en même temps que de l'épopée du Kosovo, dont je dirai quelques mots tout à l'heure. Voilà. Alors, comme l'a dit frère Thierry, tout a commencé à se gâcher lors de la conquête turque des Balkans. Et c'est au XIVe siècle que les Turcs envahissent les Balkans et qu'il y a eu cette fameuse bataille sur le champ de Merle. Kosovo, ça veut dire le champ de Merle, le 28 juin 1389. Et alors la défaite serbe, le prince Lazare, la chevalerie serbe, la noblesse serbe était tombée au Kosovo. Mais alors, au lieu de subir la défaite, de l'accepter, non. La défaite était transfigurée. Le prince Lazare, c'est le martyr du Kosovo. Il est canonisé après. Les chevaliers sont autant des martyrs du Christ au Kosovo. Donc c'est vraiment le Kosovo a vécu en ce moment le destin du Christ. Et c'est devenu l'épopée du Kosovo, chantée au cours des siècles, en maintenant la morale des Serbes, en perpétuant la mémoire et en gardant l'espoir d'une libération un jour. Donc l'épopée du Kosovo, j'en parle ici dans ce deuxième volume de ma trilogie, le Kosovo de l'absolu, c'est le Kosovo de l'art sacré et le Kosovo de l'épopée, dont le thème est précisément les martyrs, les sacrifices, le Christ. Voilà, alors, ici, le troisième volume, je l'ai appelé le Kosovo sur le calvaire, ce qui est un peu le titre de notre conférence, le calvaire multiséculaire du Kosovo. Eh bien, parce que, comme l'a dit frère Thierry, dès le début de l'occupation ottomane des Balkans, il y a eu un certain nombre, surtout les Albanais, parce que les Albanais n'avaient pas une conscience nationale, n'avaient pas leurs héros, leurs rois, ils ont facilement basculé dans l'islam, en prenant comme devise là où est le glaive et la foi. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus une espèce de police de la sublime porte dans les Balkans. Ils ont sévi contre leurs propres frères. Entre les Serbes et les Albanais, avant l'arrivée des Turcs, il n'y avait pas de problème. Alors que c'est avec l'apostasie. Et d'ailleurs, un voyageur étranger au Kosovo au XIXe siècle expliquait cet acharnement des Albanais contre les Serbes. Parce que ceux qui sont restés fidèles à leur foi sont pour les apostats toujours un avertissement, un souvenir de leur faute. Et c'est pourquoi ils agissent d'une façon implacable.
Si bien qu'il y a le proverbe chez nous, les turquisés est pur que les Turcs. Donc des témoignages innombrables sont consignés ici, du côté français en particulier. Comme ici, dans ces livres, sur l'art sacré et sur l'épopée, eh bien, comme il y a beaucoup d'auteurs français qui ont écrit des pages magnifiques, ici, qui ont témoigné du martyre des Serbes du Kosovo sous l'occupation albanaise. Toutefois, beaucoup de sanctuaires étaient détruits. D'autres étaient transformés en mosquées. Et tout de même, un certain nombre a survécu. Par exemple, la Gračanica, eh bien, elle a été sous la protection du sultan parce que le moine élevait les faucons pour la cour du sultan. Des faucons pour la chasse. Eh bien c'est pourquoi certaines églises étaient protégées. Et puis il y en avait d'autres qui payaient aux chefs tribaux albanais aussi de l'argent, des produits agricoles, etc. Si bien qu'ils se trouvaient sous la protection des chefs albanais, par exemple, jusqu'à un certain moment. Voilà, tous ces gâches. La conscience nationale serbe s'est maintenue donc un des éléments fondamentaux du maintien de la conscience nationale serbe, c'était aussi les Kosovos. C'était les rêves de libérer les Kosovos. Les rêves qui s'étaient perpétués à travers l'épopée et à travers nombre de monastères qui sont restés debout tant bien que mal. À travers et grâce au clergé. Il y a eu de persécutions des clergés, il y a eu des révoltes serbes naturellement, en particulier lors de la guerre austro-turque de 1683 à 1690. Eh bien, les Autrichiens ayant avancé jusqu'aux Macédoines ont été vaincus par les Turcs. Donc les Serbes qui s'étaient révoltés ont dû aussi battre à la retraite, avec leur patriarche en tête. C'est un des exodes serbes de Kosovo. Donc ces Kosovo commençaient à se vider des Serbes. Mais tout de même, avec la fin du 19e, le déclin de l'Empire ottoman, le Kosovo, disons, s'est réveillé et le Kosovo, la nation serbe, le parti de la Serbie qui s'était libéré au début du 19e siècle, commençait à renaître l'espoir et le Kosovo a été libéré lors des guerres balkaniques en 1912, où la Serbie, la Grèce, la Bulgarie et la Roumanie ont finalement se sont finalement libérés du joug ottoman multiséculaire. Voilà. Et alors, avec la Yougoslavie, bien sûr, le Kosovo est devenu serbe en partie, disons, dans la mesure où on a laissé les musulmans, les Albanais vivre, qui se sont vivre au Kosovo avec les Serbes, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les Albanais, comme ils étaient au service des maîtres turcs, comme ils étaient au service des plus puissants, ayant servi pendant des siècles contre les Serbes, se sont aussitôt mis au service de puissances fascistes, c'est-à-dire au service de l'Allemagne nazie et de l'Italie mussolinienne. Si bien que là encore, ils ont repris leurs habitudes criminelles envers les Serbes. Ils disaient aux Serbes,
Baba Hitler est arrivé. Allez-vous-en. Quand il ne les tuait pas, il les chassait. Il y a eu un exode des Serbes. D'environ 70 000 Serbes sont partis. Pendant cette époque, pendant les 4 années de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, vient la libération. Et les communistes farouchement athées, eh bien, ils défavorisent les Serbes du Kosovo. Parce que, d'après une idée qui a été très répandue en Occident, l'État yougoslave de Tito, Tito avait eu toute la sympathie de l'Occident parce qu'il avait dit non à Staline. Et Tito était resté un dictateur, un communiste. Et bien, il a favorisé les Albanais contre les Serbes. Et on n'en parlait pas parce que c'était un État parfait. Tito avait réalisé aussi les idées de Marx, etc. Et on n'en parlait pas beaucoup. Ceux qui osaient parmi les Serbes critiquer cette situation étaient aussitôt sanctionnés, persécutés, etc. Là encore, il y a eu une hémorragie des Serbes de Kosovo, sous la pression albanaise. Et environ 300 000 Serbes sont partis. Donc c'est comme ça que la province serbe, que la terre de Kosovo, par excellence chrétienne, se soit vidée de Serbes. Mais il en restait tout de même près d'1 million. Tellement cette terre était peuplée par les Serbes, par les chrétiens, jusqu'au moment où la Yougoslavie a commencé à se désintégrer au début des années 1990. Et c'est alors que, entre les grandes puissances, soi-disant les grandes puissances, les États-Unis, avec, hélas, avec l'Europe, qui joue sur divide et impera, ça veut dire qui ont réveillé les antagonismes anciens qui s'étaient calmés tout de même, tant bien que mal, dans la Yougoslavie monarchiste et puis dans la Yougoslavie titiste. Eh bien, on joue sur les nationalismes, sur les atavismes, sur les antagonismes, et ça commence en Bosnie. Et c'est là l'une des aberrations de la politique occidentale. La Bosnie, où ont apparu les premiers djihadistes, il y a eu 2 divisions de djihadistes venus de l'Orient. En Bosnie, on disait la Bosnie, et avec Izetbegovic, c'est un pays démocrate. Vous savez, de notre célèbre anti-serbe, un fléau des Serbes qui était Bernard Kouchner. Et les autres, il y en a eu pas mal. C'est comme il tenait la presse et les médias, et bien sûr, les Serbes étaient satanisés, diabolisés, bombardés aussi en Bosnie, etc. Mais le pire est venu avec le Kosovo. Alors là, on a vu, il y avait une organisation terroriste qui s'appelait UÇK, ou l'Armée de libération du Kosovo, qui était même qualifiée comme telle par département d'État. En 1980, dans la deuxième moitié des années 90. Et soudain, c'est devenu l'armée de libération du Kosovo, l'armée qui a été complètement acceptée comme une armée libératrice, soi-disant de l'oppression serbe, alors que les Albanais dans la Yougoslavie avaient tous les droits. Ils avaient même leur université, ils avaient leurs écoles, ils avaient tout ce qui... Ils avaient leurs députés, même un Albanais était président de la Yougoslavie. Et ça c'est conservé aussi dans le cas de la Serbie. Mais alors, voilà, il y a eu les maîtres turcs, les maîtres fascistes,
les maîtres mondialistes, voilà, au service duquel ils se sont de nouveau mis et qui ils étaient soutenus. Et si bien que on est arrivé à ces paradoxes, à cette aberration, à ces scandales tels qu'on n'a jamais vus sous le ciel, que la plus grande puissance de tous les temps, l'OTAN, composée pour la plupart des pays occidentaux, plus la Turquie. Eh bien, l'OTAN s'est mis à, peut dire, à agresser la Serbie, à assassiner la Serbie, pour lui arracher le Kosovo, sa terre sacrée, et l'a donné en cadeau aux apostats du Christ, c'est-à-dire les Albanais, et qui se sont comme tels comportés au cours des âges. Eh bien, c'était, hélas, la France n'a manqué de participer dans cette abomination. La France, pas la France traditionnelle, disons. Nous avons eu le plus de soutien de la part de la France traditionnelle. C'est la France idéologisée. C'est la France droit de l'homiste. C'est la France des BHL, des Kouchner et de la clique. Imaginez. Alors, ils poussaient, c'était des pousses au crime. D'abord en Bosnie, pour soutenir Izetbegovic, qui était reçu à Paris en pompe, justement en compagnie des Kouchner et des BHL et quelques autres. Kouchner qui prônait les califats. Avant l'État islamique actuel en Orient, il prônait les califats de Maroc à l'Indonésie. Imaginez-vous, et on disait que c'est un démocrate, et il a mis même un prix de démocratie par les États-Unis. Il allait jusqu'à critiquer Bourguiba qui portait les vêtements européens et les chefs des États arabes qui se comportaient en européens. Alors on a dit que c'est un démocrate et que donc BHL réveillait Mitterrand chaque matin à 5h, à 6h du matin, et d'après ce que Dumas m'a dit, Mitterrand disait quand il entendait « Est-ce Izetbegovic qui m'appelle ?» Voilà, alors c'est ça la perversion. Et on dit aujourd'hui, malheur à nous, ah, c'est l'islam. Eh bien, c'est qu'on a élevé l'islam, malheureusement, en Europe. Les cas de Bosnie, c'était la répétition générale du Kosovo. Et sur le Kosovo, l'apocalypse de l'OTAN a duré 77 jours. Tout était détruit. Aussi bien les centres militaires, mais les Serbes ont tenu tout d'un courageusement, si bien que il fallait conclure un peu. Sinon, il y avait un tel déchaînement de passions, un tel déchaînement démoniaque, qu'on entendait à Bruxelles le porte-parole de l'OTAN, Jimmy Shea, qui disait il faut bombarder la Serbie pour la rejeter à l'âge de pierre. Clinton qui sortait des scandales avec Monica Lewinsky, eh bien, il disait qu'il faut bombarder la Serbie during the months, pendant des mois et des mois. Et notre, je crois qu'il s'appelle Friedman, éditorialiste du New York Times, disait qu'il faut rejeter la Serbie au Moyen-Âge. Bon, l'autre disait qu'il faut la rejeter à l'âge de pierre. Voilà. Voilà, c'est pourquoi dans la mesure où on a pu se produire à la télévision à l'époque, ou dans les médias, même un homme qui a autant mérité de la France comme le général Gallois ne pouvait pas pratiquement produire à la télévision. Ni écrire dans le Monde. Dans le Figaro encore moins.
Bon, eh bien, dans une de mes prestations, si je peux dire, que j'ai arraché à quelques amis eh bien, qui m'ont tout de même invité, eh bien, j'ai une vidéo qui s'appelle l'OTAN contre le Christ au Kosovo. Mais il y avait même le journal, par exemple un journal comme La Croix. J'ai aussi écrit un texte qui s'appelle La Croix contre le Christ. La Croix sans croix, hein, heureusement. Comment? La Croix sans croix. Eh bien, La Croix refusait de publier les textes en faveur des Serbes. Donc, et qu'est-ce qui est comme résultat? On a arraché la Serbie au Kosovo. On a détruit pendant l'été, pendant la guerre avait commencé le 24 mars 1999. Eh bien, pendant ces 3 mois, les bombes de l'OTAN ne distinguaient pas ni les églises, ni les écoles, ni les centrales électriques, ni les parcs nationaux. Donc, eh bien, il y a eu un certain nombre d'églises détruites, mais surtout, après les accords de Kumanovo, comme quoi l'OTAN prenait en charge la province et il protégera la vie aussi bien des Serbes que des Albanais, etc., et qu'il sera garant de la paix. Eh bien non, l'OTAN a laissé faire pression, une telle pression des Albanais sur les Serbes, qu'il y a eu 250 000 de Serbes et des non et des autres. Il y a un certain nombre de Tziganes aussi, de Roms, qui ont quitté le Kosovo. Donc c'était les grands exodes serbes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont démoli. C'était comme un ouragan qui a passé par le Kosovo. En cet été 1919, alors que Kouchner était devenu Gauleiter de Kosovo, eh bien, Kouchner qui avait dit, donc, était détruit 150 églises et monastères serbes. Et il y a eu aussi les soldats français dans le cadre de l'OTAN, et ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ici, il y a un ami, le colonel Jacques Hogarth, qui a écrit un témoignage accusateur sur le comportement de l'OTAN, et en particulier des Américains et des Anglais, qui étaient complices de l'UÇK qui faisait ravage à travers le Kosovo. Donc, colonel Jacques Hogarth, qui a écrit un livre il y a 1 an, qui a beaucoup de succès, qui s'appelle « L'Europe est morte à Pristina ». Ce n'était qu'une contradiction à ce que Kouchner disait, l'Europe est née à Pristina. Quand il est devenu, disons, les Gauleiter, comme on dit, ou comme on l'appelle populairement, l'Europe est née à Pristina. À l'autre, André Glucksmann est allé, oui, c'est lui qui a dit l'Europe est née, Kouchner a dit l'Europe est née au Kosovo, et Glucksmann a surenchéri en disant l'Europe est née à Pristina. Et notre ami, le colonel Jacques Hogarth, a écrit ce livre qui est une réponse cinglante à cette aberration. Alors voilà. L'objectif était de casser les enracinements nationaux. Et voilà. Quand la Serbie était intégrée dans l'Europe, regardez ce qui est arrivé à l'honnête Koštunica. Oui, j'ai parlé tout à l'heure de la Bosnie. Voilà. Est-ce que vous reconnaissez ces bandeaux? C'était en pleine guerre de Bosnie. C'était 2 divisions djihadistes qui étaient venues des pays musulmans. Voilà. Et ça, c'était célébré par les médias comme les libérateurs, comme les défenseurs des Bosniens. Voilà où ça a commencé. Eh bien, maintenant on dit malheur, il faut combattre l'État islamique, etc. Eh bien, et voilà, par exemple, c'est à l'intérieur de la 4e couverture de mon livre. Vous voyez les exploits de l'OTAN au Kosovo, je ne sais pas si les images sont
elles sont un peu petites. Mais ici, au milieu, vous voyez ici le monastère tel qu'il était, l'église telle qu'elle a été transformée en ruine. Ici, l'église du XIVe siècle. Ici, l'église telle qu'elle a été démolie par les Albanais sous l'égide de l'OTAN. Et ici, il y a un personnage, peut-être vous êtes loin pour la reconnaître, au milieu, en noir et blanc. C'est la ministresse des Affaires étrangères, ou ce qu'on appelle la secrétaire d'État américaine, Madeleine Albright. Alors, c'était l'ordonnatrice, si je peux dire, de cet enfer qui s'est abattu sur le Kosovo. On était prêt à assassiner jusqu'au dernier des 7-8 millions de Serbes pour arracher le Kosovo et les donner aux Albanais. D'ailleurs, le nom de Jimmy Shee, il faut rejeter la Serbie à l'âge de pierre. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a dit? Je vous dirai tout à l'heure, je vous montrerai d'autres images. Qu'est-ce qu'elle a dit après que tout a été terminé? Le Kosovo est la meilleure chose que nous avons faite au monde. Vous pouvez imaginer? Et voilà ce qu'est devenu le Christ du Kosovo. Voilà les bienfaits que, hélas, que l'Occident a apporté au Kosovo et à la civilisation. C'est la destruction de la civilisation. Vous avez ici d'autres scènes terribles, de morts, de blessés, de sang qui coule. Il y a eu plusieurs milliers de morts. Il y a eu une quinzaine, environ 15 000 de blessés. Voilà. Alors là, je vous montre quelques autres images. Par exemple, ici, c'est beaucoup plus visible. C'est un temple de Jakovica. Voilà. Voilà avant et après. Et, pardon, juste ici, là, je vous montre encore quelques images. Heureusement que les grands sanctuaires, tout de même, les Italiens ont gardé par exemple les Decani qui étaient sur le point d'être détruits. Le colonel Hogar, avec son détachement, avec ses soldats, a sauvé le monastère de Devic. Et voilà. Et puis les Serbes ont tenu autour de certains hauts lieux, des Serbes qui étaient restés là, si bien que... mais les symboles des ravages, des crimes contre la civilisation, ce que je disais tout à l'heure à Nicolas, dans l'ère de... Nous n'avons pas autre chose. Si nous n'avions pas l'héritage chrétien, c'est notre civilisation. Dostoïevski disait, mais montrez-moi quelque chose de meilleur que le Christ. Mais nous serions dans un désert. Et pourtant, voyez-vous, les forces démoniaques qui se sont apparées de l'Occident, eh bien, ils détruisent la civilisation. C'est complètement suicidaire. On le voit d'ailleurs, maintenant, quelqu'un a parlé de l'Ukraine. La Russie fait objet d'une haine pathologique. Et si la Russie n'avait pas les bombes atomiques, eh bien, elle aurait connu le sort de la Serbie. On a vraiment l'impression que les forces démoniaques gouvernent le monde, et c'est tout à fait admirable de la part de certaines personnalités, comme notre hôte, d'essayer de faire quelque chose. Voilà, et de s'organiser, et de ne pas perdre l'espoir. Voilà. Alors, je vous montre ici deux images. Il y avait une magnifique église à Prizren, où le roi serbe Étienne était couronné, qui avait la capitale, qui était couronnée à Skopje en 1345. C'est l'apogée de l'État serbe. Voilà, 1355, et sa capitale était Prizren. Et là, il y avait une magnifique laure. Ça veut dire, laure, c'est une... Archiébie.
archi-abbaye. C'était Saint-Sava. C'était la Vierge de Prizren. C'était Notre-Dame de Prizren. C'était Saint-Sava. C'est Sava qui a été initié, la séparation, disons l'autocéphalie de l'Église serbe. Mais c'était déjà en 1219, avec les premiers rois serbes. Mais là, lors de l'église Notre-Dame de Prizren, eh bien, c'était une merveille dont les fresques étaient complètement passées, couvertes par le chaud sous les Turcs, et elle était transformée en mosquée. Heureusement qu'ils n'avaient pas gratté les fresques. Si bien que la libération de Kosovo en 1912 et après dans la Yougoslavie, eh bien, les fresques étaient. On a détaché le chaud et on a découvert des fresques merveilleuses. Par exemple, il y avait une, c'est la Vierge au Christ nourricier. Vous avez ici, vous voyez, c'était dans l'église de Notre-Dame de Prizren. Mais vous avez ici une petite corbeille. C'est la Vierge au Christ nourricier. C'était jusqu'à l'intervention de l'OTAN, jusqu'à la guerre, la fameuse guerre humanitaire, pour sauver les Albanais contre les méchants Serbes, etc. Et bien voilà ce que c'est devenu. Voilà, c'est devenu un trou. C'est devenu un trou. Voilà cette merveille. Voilà. Eh bien, le Kosovo c'était l'ultime phase de son calvaire. Enfin, il en reste peut-être une centaine de milliers de Serbes au Kosovo qui s'accrochent toujours, mais le reste, c'est le règne des apostats, les apostats, ils se comportent plutôt en mafiosi, c'est un État mafieux. C'est d'ailleurs l'État qui est une espèce de... enfin, c'est un détail un peu délicat, mais le maître de ce Kosovo a été très en faveur auprès de Madame Albright, par exemple, pendant la guerre. C'est comme ça que ça s'est décidé. Voilà un peu le sort du Kosovo. Si bien que, mais tout de même, nous ne perdons pas l'espoir. Nous, enfin un certain nombre de Serbes, malgré la pression de l'Europe, malgré vous signez, vous renoncez au Kosovo et vous serez admis à l'Europe, etc., etc., nous continuons de persévérer dans la foi, malgré toutes les épreuves, malgré toutes les abominations, malgré tous les outrages qu'on a connus, surtout de la part de la fameuse communauté internationale. Je peux dire que la dernière phase du calvaire du Kosovo, donc on a parlé du calvaire sur les Turcs, du calvaire sur les fascistes germano-italiens, sur les communistes et sur les mondialistes. Et sur les mondialistes, c'était le pire. Parce qu'aucun pacha, aucun vizir n'avait détruit autant de temples de Christ au Kosovo comme ça a été fait par la fameuse communauté internationale. Imaginez qu'au lendemain de la guerre, Bernard-Henri Lévy s'écriait « Merci à l'OTAN, merci à l'OTAN, ces avions sont les avions des droits de l'homme et de la démocratie. » Si bien que le Kosovo n'a jamais connu autant de temples détruits en si peu de temps, et pourtant 5 siècles c'était long, et autant des habitants des Serbes de Kosovo chassés, exilés. Ça veut dire 200 000, 250 000 avec les autres, avec les non-serbes. Donc c'est le soldat romain
l'OTAN était au Kosovo, les soldats romains qui donnaient les coups de grâce au Seigneur par sa lance. Et la Sibie, c'était la propagande effrénée, la propagande monstrueuse, qui dépassait toutes les limites du mal. Je crois, malgré tout, ça fait 25 ans, ça fait un quart de siècle que je m'occupe de Kosovo et j'ai fait cette trilogie et j'en ai du matériel de texte, etc. pour un 4e volume, mais je ne perds pas l'espoir. Voilà. Et je vous remercie. Je pense qu'il y aura quelques questions. Je vais m'hasarder en poser quelques-unes. Je vous en prie. Je pense qu'il faut tirer les leçons non seulement spirituelles, mais aussi géopolitiques. Du moins sur l'histoire récente. Pourquoi on voulu au Kosovo? Parce que c'était au fond le berceau de la mémoire historique d'un peuple. Tout à fait. Quand le Kosovo a été livré aux mafias albanaises, ce qui reste de Serbie, je parle de la Serbie politique, a été plus ou moins acheté, et ça qui fait peur, par la finance internationale. Et c'est comme ça que le seul homme politique correct après la chute du communisme, il était droit, c'était à la fois un juriste, un monarchiste. Alors qu'est-ce que vous avez des pseudo-nationalistes pro-européens, enfin des petites nuances, mais on voit très bien que l'ordre mondial a réussi son coup. Provisoirement, pour le Oui, moment. provisoirement. Et je ne connais pas les écrits de l'actuel patriarche, le précédent... Le précédent était un saint vivant. Oui, Patriarche Paul. Oui, très intéressant sur le plan, disons, de la pérennité d'une mémoire historique et spirituelle. Et je pense que le danger de la Serbie à l'heure actuelle, c'est d'être fait acheter par les finances internationales, d'une part, et on voit très bien que le président actuel est quasiment dans la main de l'OTAN, il a la main de l'Amérique. Il n'aspire que Voilà. intégrer l'Europe. Voilà, d'une part. Et d'autre part, ce que vous dites, la Serbie est achetée, on livre des richesses nationales à qui vient les premiers. Et d'ailleurs, la presse, hélas, pour la plupart, a été achetée par Soros. Oui, alors Soros qui a joué un rôle essentiel dans la plupart des pays de l'Est. Et qui satanise la Russie maintenant. Oui, avec un autre comparse qui s'est fait un peu oublier, le frère de Jacques Attali, qui était en Angleterre à la Brède, et qui a mis au pouvoir Peter Roman, tous les anciens communistes. Bon. Et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que le drame du Kosovo s'explique aussi par la conjoncture géopolitique de l'époque. La Russie était affaiblie, était incapable de réagir. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait impossible. Oui, mais elle a du mal à sauver l'Ukraine, qui est son berceau. L'Ukraine est le berceau. C'est ça aussi la manifestation du mal sans limite que démontrent nos caciques d'Occident. Voilà. Le berceau de la Russie, la civilisation, ce qu'on appelait la civilisation de la Russie qui est Vienne. Mais c'est là que la Russie est née, que la Russie s'est répandue sur une grande partie des continents européens et asiatiques. Et pourtant, on veut arracher. Il y a la famille idéologue, je l'ai appelé les Méphisto de l'Amérique, si elle en a besoin. C'est Brzezinski qui a dit qu'il faut priver la Russie de l'Ukraine.
il faut la rejeter vers l'océan glacial. N'est-ce pas? Et c'est ça ce qui s'est... D'ailleurs, avant lui, un autre fameux personnage, Bismarck, disait qu'il faut faire de la sorte que les Ukrainiens et les Russes, c'est-à-dire les Russes de l'Ukraine, ce sont les parties, l'Ukraine ça veut dire les marches, et bien que les Russes et les Ukrainiens se déchirent. Et c'est ce qu'on a fait maintenant. On a allumé le feu sur le continent européen, on a allumé la guerre civile. D'ailleurs, il suffit de regarder, il y a des amis qui regardent sans doute la télévision russe. Ici, les chaînes de télévision cachent tout. Par exemple, Donetsk est transformé en Hiroshima. Et là, on ne sait rien. Et si on dit quelque chose, on se rejette la responsabilité. Les Ukrainiens bombardent, dévastent. Ils ont employé les néo-nazis. Les nazis, les héritiers des nazis. Les nazis, ils ont employé comme les béliers, disons, pour rentrer dans c'est un mouvement d'extrême droite qui existait avant les nazis. Oui, mais tout de même... Qui ont fait des horreurs, mais qui s'explique aussi par le contexte ukrainien. Oui, parce que c'était l'héritage des temps précédents, mais tout de même, c'est un autre thème. Voilà. Qui les paye? Qui les paye? C'est évident. Les Américains ont reconnu aussi, et toute la classe politique occidentale, ils sont venus allumer les manifestants de Maïdan. D'ailleurs, l'anniversaire, le triste anniversaire, c'était hier, le 22, oui. Si bien qu'ils allument partout où ils peuvent. Et c'est toujours couronné par les désastres. Regardez ce qu'ils ont fait en Afghanistan. Il paraît que ça a été fait sur une imposture aussi, parce que les tours de Manhattan, etc., ça a été une immense machination. D'ailleurs, Thierry Meysson a écrit un livre sur ce sujet, immense imposture, et la vérité commence, paraît-il, à se manifester. Ils ont fait la guerre à l'Irak. Encore sur une imposture. L'Irak possède les armes de destruction massive. Un pays tout de même qui était prospère. Un pays où les Chaldéens, les chrétiens chaldéens, avaient dans cette ville de Bagdad 37 églises. Eh bien, actuellement, quand l'Irak était écrasé, empoisonné par l'uranium appauvri, où les bébés naissent, les bébés comme des monstres, etc., où chaque jour explosent des voitures pleines d'explosifs. Eh bien, il n'en reste que, je crois, 4 ou 5 églises chrétiennes en Irak. Ils ont allumé, donc c'est partout le chaos, la catastrophe. Ils ont allumé la guerre civile en Syrie. En Syrie, qui est vraiment la terre de Dieu, où coexistaient plusieurs religions, judaïques, chrétiennes, islamiques, n'est-ce pas? Pays multinational, multiethnique, multiculturel, multiconfessionnel. Moi, j'ai vu le président Sadat ramasser les icônes, les restes des icônes qui étaient détruits par les islamistes, qu'on disait ce sont les démocrates. Maintenant, on dit non. On a poussé tous ces musulmans, jeunes musulmans de l'Europe à aller en Syrie, avec la propagande terrible qu'on a menée. Et maintenant, on dit, ah voilà, ils sont des fanatiques islamiques, on les arrête, on ne les laisse pas partir. Eh bien, à Libye, il n'y a pas un grand spécialiste d'Afrique, notre ami Bernard Lugan. Il faut aller sur son site, sur son blog. Bien, il pose la question, pourquoi cette guerre démentielle? Un pays qui était un paradis, au milieu des déserts africains, eh bien, c'est devenu un enfer. Vous suivez tous les événements, n'est-ce pas? Et
Personne n'ose pas. Et Bernard Lugan dit à qui? Qui doit payer l'addition? Il pose un des rares. Roland Dumas a écrit un livre avec notre regretté ami Vergès. Voilà. Il a écrit un livre qui s'appelle Sarkozy sous BHL. Eh bien, ce sont eux. Et justement, Bernard Lugan, dans un récent texte, les interpelle. C'est le chaos, c'est l'enfer. Ce sont les tribus ou les factions ou les islamistes, les impurs et les autres qui se déchirent tout le temps. N'est-ce pas? Maintenant, c'est l'Égypte qui doit... Ils disent, il faut que nous fassions une autre guerre de Libye pour corriger les conséquences néfastes de la première guerre. Et ce qui est étonnant, c'est que personne n'interpelle M. Sarkozy, qui prétend à la charge suprême, avec son complice ou son consort à la Juppé. Voyez-vous? Alors, les États-Unis, avec le consentement des Européens, sèment partout le chaos, l'enfer. Ils déclenchent les guerres qu'ils ne gagnent pas. La guerre du Kosovo aussi, ça aboutit à un État mafieux, ça aboutit à des destructions, à des ravages dont on a parlé tout à l'heure. C'est l'Afghanistan pareil, la Libye, la Syrie, et maintenant c'est l'Ukraine. Maintenant, c'est aux hommes de conscience, aux hommes de vérité, qui se trouvent ici pour la plupart, en tête avec frère Thierry. Eh bien, c'est à nous et aux autres, à nos frères ailleurs, de s'interroger et de faire ce que nous pouvons pour que nous ayons la conscience. Au moins, peut-être nous aboutirons. Saint Alexandre Nevsky avait dit, là, Dieu n'est pas dans la force, mais dans la vérité. Voilà. Ce serait une phrase d'envoyer quelqu'un. Est-ce qu'il y a une question ou Oui, deux? moi. Oui, je vous en prie. Oui, j'ai entendu qu'il y avait une chose exceptionnelle au Kosovo, c'est une mine de plomb. Absolument. Et que c'était la raison pour laquelle les Américains avaient attaqué, oui, parce qu'en plus, le général qui dirigeait les Clark. bombardements, Westy Clark. c'est lui qui a créé, qui a sous la main maintenant l'exploitation du plomb. Il est devenu Des plombs propriétaire. de mines d'argent. D'accord. Oui, oui, c'est à Trepča, en effet. Oui. Comme Madeleine Albright avait mis la main sur la téléphonie mobile de Kosovo. Ah, Voilà. C'est des vautours. ouais. C'est des vautours qui viennent sur... Au cœur du Kosovo, il y a une base militaire américaine. Eh oui, alors là, madame, c'est un autre aspect. C'est qu'il y a... C'était aussi un des buts principaux de la guerre américaine qui doit mener en complicité, en collision avec les Européens, c'est qu'ils ont fait une base à côté de Pristina, de Uroševac, de la ville de Uroševac, une base qui est, paraît-il, la plus grande base américaine au dehors des États-Unis. Voilà. Ça s'appelle la base Bondsteel. Voilà. C'est très opportun ce que vous avez demandé. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous décrire de manière un peu plus précise un autre fruit vénéneux, outre effectivement les massacres, les bombardements, les destructions de monastères, l'épuration ethnique massive? Tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous décrire le fruit vénéneux post-conflit qu'est le développement exacerbé des structures mafieuses? Je pense notamment aux accusations qui ont été portées, y compris par Carla Del Ponte, de développement de trafic d'organes d'êtres humains. Absolument. Mais ça, c'est... Bien sûr de trafic de drogue, mais aussi de trafic de prostitution et de trafic d'armes. Est-ce que vous pouvez, à qui profite le crime, qui est sorti gagnant de cette affaire, et où vont les flux financiers? Eh bien, toujours là, c'est-à-dire les maîtres qui sont à l'origine, qui dirigent, et qui sont pour la plupart en Occident, quand ils ne sont pas dans les pays arabes. D'ailleurs, il y a eu le commerce d'organes, le trafic d'organes, c'était d'ailleurs examiné par un homme honnête
ils sont rares dans les institutions européennes, un Conseil d'Europe qui était Dick Marty. Et les Albanais ont hurlé contre lui, etc., etc. Mais en effet, il y a eu, sous la couverture de l'homme fort du Kosovo, qui est Hashim Thaçi, il y a eu le trafic d'organes. D'ailleurs, les grands metteurs en scène russes, Nikita Mikhalkov, est en train de faire un film là-dessus. Voilà, l'épuration. Et puis c'est les... Imaginez l'État de Kosovo, qu'ils ont dit, ah, ce sera le paradis multiethnique, etc. On ne peut pas... Des aboyeurs de l'Occident. Des aboyeurs médiatiques, je veux dire. Mais maintenant, les Serbes sont chassés. Et les Albanais, ils n'ont pas de travail. Si bien que le chômage est 40%. Alors les Albanais envahissent l'Europe. Il y a eu ces derniers mois, chaque mois, 1000 Albanais passent. Il peut passer par la Serbie, il vient en Hongrie, et il veut aller en Allemagne et dans d'autres pays européens. Voilà, c'est une des conséquences. Une des conséquences pareilles de la guerre contre la Libye, où il y avait des millions d'ouvriers étrangers, des employés, des ouvriers. Bien, après la guerre, après la destruction de la Libye, où vont-ils? C'est en Europe. Ce sont les bateaux de fortune, où des centaines et des milliers de gens se noient. Voilà les conséquences. C'est pourquoi le nouveau président d'Égypte disait, si on laisse l'islamisme se développer en Libye, c'est déjà, bon, ça s'est développé au Levant, en Orient, en partie, eh bien il disait, là, il s'agirait des sorts de la Méditerranée tout entière. N'est-ce pas? Voilà, alors la conséquence encore, c'est que les Occidentaux, Bruxelles fait constamment la pression sur la Serbie de reconnaître le Kosovo en tant qu'État indépendant. Et que la Serbie, hélas, résiste tant bien que mal, mais on n'a pas quelqu'un à la hauteur, malheureusement. Vous pouvez imaginer, sais-tu, je ressens de la honte en vous disant cela. L'actuel Premier ministre de Serbie, qui était un farouche nationaliste et qui était ministre des Affaires, d'information à l'époque de la guerre de l'OTAN contre la Serbie, qui s'appelle Aleksandar Vučić, eh bien, il a pris comme conseiller le plus redoutable pour ce crime, les criminels. Mais alors les criminels de plus haute dimension, qui était Tony Blair, qui ne cessait d'appeler au bombardement, aux protections des Albanais contre les Serbes. Nous ne voulons pas d'autres territoires, nous voulons simplement établir les droits de l'homme, la démocratie, etc. Eh bien, après avoir quitté son poste de Premier ministre, il s'est consacré au business, comme Madeleine Albright, comme Wesley Clark. Eh bien, il est devenu conseiller du Premier ministre serbe. Vous pouvez imaginer. Ça s'est passé ces jours-ci, et on n'en revient pas. C'est une abomination. Alors voilà, on n'a pas, hélas, une équipe digne à diriger la Serbie actuellement, et en particulier en ce qui concerne le Kosovo. Voilà. Autre question? Monsieur notre ami colonel Georges. En gros, ce que tu dis, bon, c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on a étudié, c'est ce qu'on a vécu. Je voudrais savoir maintenant si avec ta réflexion, tu vois une lueur arriver. Parce que tout ce que tu dis, on sait très bien que là-bas, il y a juste un truc, pour moi, c'est pas les Américains, c'est leur fameux complexe militaro-industriel qui était déjà dénoncé par le président général Eisenhower. Je crois savoir de quoi il parlait quand il parlait d'armée. Mais à l'heure actuelle, on sait qu'on a en face de nous ces divisions lourdes qui arrivent et qui polluent tout.
Est-ce que, je ne sais pas, est-ce Moi, que tu vois des Georges. Déjà, quand j'ai remonté la destruction du christianisme et de tout ce qui était ça, je suis remonté à la bataille de Monte Cassino, quand le général Freyberg a donné l'ordre de bombarder Monte Cassino, alors que tous les renseignements disaient qu'il n'y avait pas un seul Allemand dedans. Ouais. Donc la destruction de Monte Cassino était voulue, pensée, réalisée, comme ça, juste pour le plaisir. Et plus j'étudie, plus je me dis, d'ailleurs, de temps en temps, donne-nous un coup de main, parce que sur place, au niveau de la terre, je ne vois pas trop sur quoi on peut s'appuyer pour réagir. Et pourtant, on veut réagir. Quand tu parlais de Blair qui se retrouve comme... C'était visible. C'était visible. Et s'il n'était pas là, il se retrouvait directement de l'autre côté à aider le président de Libye actuel. Et encore que là-bas, il risquait peut-être. Alors, est-ce que tu as... moi, Georges, moi, je crois que nous, d'abord, nous devons faire ce que nous pouvons dans le domaine de la vérité et dans le domaine de la justice. Et là, nous restons dans l'aura du Seigneur, d'une part. D'autre part, je pense, s'il y a un espoir, c'est du côté de la Russie. La Russie est aujourd'hui l'espoir du monde, constitue l'espoir du monde. Et je crois que les choses vont se jouer en Ukraine. Voilà. Si, jusqu'à présent, la Russie s'est défendue pas mal. Et d'abord avec la Crimée, moi je trouve que l'erreur de Poutine était que d'étouffer le mal dans l'œuf. C'est-à-dire quand la Russie a réintégré la Crimée, quand il y a eu le massacre d'Odessa 2 mai 2014, où on avait brûlé vif une centaine de Russes, je crois qu'à cette époque-là, il fallait frapper. Il fallait que la Russie récupère sa terre historique, sacrée, qui est l'Ukraine, que cette partie, parce que la Russie est née là. Et la Russie a développé une magnifique civilisation. Et c'est là le haut lieu de la résistance russe, ça veut dire par exemple, vous savez, Kulikovo se trouve en Ukraine. C'est à Kulikovo qu'Alexandre Donsky a vécu le Tartare. Et c'est là qu'a commencé la libération de la Russie du joug tataro-mongolo-tartare. Eh bien, c'est la Poltava. La Poltava où Pierre le Grand a écrasé les armées de Charles XII. Et en ce qui concerne Odessa, en ce qui concerne l'Ukraine, toute cette partie méridionale, c'est la Russie méridionale, eh bien, elle a été libérée par le tsar. Et elle était sous les Turcs, la Crimée était sous les Turcs, eh bien, de même que la Roumanie, de même que la Bulgarie, a été libérée par l'Empire russe. Donc il y a l'acharnement contre la Russie. Si la Russie tient bon, et j'espère qu'elle tiendra, parce qu'il y a les intérêts géopolitiques, mais aussi il y a la cupidité de s'emparer de richesses de la Russie. Madeleine Albright disait aussi que si les Russes ne consentent pas à partager Madeleine, elle parle, elle connaît bien, si la Russie ne consent pas à partager ses richesses, nous viendrons les chercher. Et Brzezinski aussi. Brzezinski disait, c'est trop grand cet espace russe, il faut le partager en 4 États, n'est-ce pas? Voilà les bienfaiteurs, les humanistes de l'Ouest qui se soucient tellement de la Russie, en fait, ils ne se soucient que de la destruction de la Russie. D'ailleurs, Brzezinski avait dit, après le communisme, ce sera l'orthodoxie pour être détruite. Voilà. C'est ce que je peux te dire. Voilà.